Voilà. Normalement, tout devrait bien aller. Euh, d'accord. Et voilà. OK. Comme Catherine le dit, je m'appelle Béatrice. Puis aujourd'hui, ma présentation va porter sur les répercussions de la violence sexuelle subie par les étudiants et étudiantes trans et non-binaires en milieu collégial. Euh, Globalement, ma présentation repose sur le travail que j'ai effectué dans le cadre de ma maîtrise en sexologie, pour laquelle je suis sous la direction de Manon Bergeron, qui est titulaire de la chaire, et Alexa Martin-Story. Euh, donc, Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais ça juste commencer par définir certains concepts importants que je vais employer, utiliser tout au long de ma présentation. Premièrement, quand je parle des violences sexuelles en milieu collégial ou souvent abrégé en VSMC, ce dont je parle, c'est tous les comportements, les propos, les attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, qui vont se produire soit à l'extérieur ou à l'intérieur du campus ou dans l'environnement virtuel, lorsque le geste va être commis par une personne qui est affiliée au même établissement collégial de la personne qui subit la violence. Euh, Ensuite, j'emploie aussi quand même assez de vocabulaire qui entoure la diversité sexuelle, la pluralité des genres. Mais je veux quand même souligner que c'est un vocabulaire qui est constamment en évolution, qui fait l'objet de débats à l'intérieur des communautés même. Donc, les termes que j'utilise sont en aucun cas représentatifs de l'expérience de tout le monde, du parcours de tout le monde. J'ai essayé d'employer des termes de la manière la plus inclusive possible, puis pour vraiment essayer de correspondre au concept dont je parle vraiment dans le mémoire en tant que tel. Quand je parle des personnes trans ou transgenres, de manière générale, je fais référence à celles dont l'identité de genre ne concorde pas avec le sexe assigné à la naissance. Cette relation-là entre l'identité de genre, donc le sentiment intime personnel d'appartenir à un, plusieurs ou aucun genre, euh, la relation entre l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance, souvent on va référer à la modalité de genre, donc la modalité de genre transgenre, cisgenre, etc. C'est ça, quand je parle des personnes trans, ça peut être les femmes trans, les hommes trans, c'est aussi toutes les personnes qui ont une identité en dehors de la binarité homme-femme. Non-binaire, genderqueer, fluide dans le genre, toutes ces choses-là. Euh, il faut aussi noter que c'est pas toutes les personnes qui correspondent à cette description qui vont nécessairement s'identifier comme trans non plus. Euh, Ensuite, dans ma présentation, je vais employer le terme suprabinaire. Donc, c'est pas un terme qui est énormément utilisé. Le plus souvent, ce qu'on va entendre, c'est non-binaire. Puis c'est d'ailleurs le titre de la présentation. Donc, il y a eu une petite déconnexion de ce côté-là parce que c'est des réflexions que j'ai eues un peu plus tard dans le processus de rédaction. Mais globalement, suprabinaire, ça désigne toutes les personnes dans l'échantillon spécifiquement aussi de ma recherche qui s'identifient à un genre autre comme femme ou à plus d'un genre, peu importe l'identification au sexe assigné à la naissance. Donc, c'est un peu un terme parapluie, de la même manière que certains vont utiliser non-binaire comme terme parapluie pour parler de toutes les identités qui vont en dehors de la binarité homme-femme. Ici, j'ai utilisé suprabinaire, donc c'est une suggestion de ma co-directrice Alexa. Ça avait été utilisé dans un de ses travaux. Et puis, c'est dans le but vraiment d'être le plus inclusif possible, puis aussi d'éviter la confusion avec le terme non-binaire qui est aussi utilisé par certaines personnes comme une étiquette identitaire personnelle spécifique. C'est pour être le plus englobant possible. Dans tous les cas, quand je parle de personnes trans, personnes suprabinaires, c'est pas des termes qui sont mutuellement exclusifs. Voilà. Pour parler maintenant un peu plus de ce qu'on sait au niveau de la recherche qui a été effectuée par le passé dans les dernières années, euh, on n'en sait pas nécessairement énormément sur la violence sexuelle en milieu collégial subie par les personnes trans et suprabinaires. Ce qu'on sait globalement, c'est que clairement, la violence sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur, donc cégep, université au Québec, mais tu sais, plus généralement au Canada, puis à l'international, c'est souvent les milieux universitaires dont on parle.
Donc, c'est clair que cette violence-là, elle est prévalente et qu'elle arrive assez souvent dans les milieux d'enseignement supérieur et que certains groupes sont vulnérables, donc les étudiantes, certains groupes de personnes étudiantes, incluant les étudiants et étudiantes trans et suprabinaires, sont plus à risque de vivre la violence sexuelle, mais aussi d'en subir des conséquences parfois plus sévères que leurs pairs cisgenres. Donc, elles vont rapporter se sentir aussi visés en raison de leur identité ou de leur expression de genre, vont aussi rapporter un sentiment de sécurité moindre dans les établissements, puis aussi certaines barrières à la recherche d'aide à la suite d'expériences de violence. Donc, par exemple, parce que les services sont peu adaptés à leurs besoins, parce que ces personnes-là peuvent vivre des micro-agressions, de la discrimination lorsqu'elles vont aller chercher de l'aide. Toutes ces choses-là vont aussi contribuer à la vulnérabilité accrue de cette population-là. Puis, il y a peu d'études qui vont aborder spécifiquement non seulement les expériences de violence sexuelle subies par les personnes trans suprabinaires, mais encore moins les expériences divergentes entre, par exemple, les femmes trans, les hommes trans, les personnes suprabinaires, et encore moins en milieu d'enseignement supérieur. Mais les études qui existent vont faire état quand même d'expériences diverses, non seulement au niveau de l'exposition à la violence, mais aussi au niveau des répercussions de cette violence-là. C'est juste que souvent, ces études vont pas porter sur le milieu d'enseignement supérieur, mais plutôt sur des personnes dans la population générale ou des échantillons cliniques. Donc, c'est dans ce contexte-là que la visée de mon projet, c'est de comprendre les répercussions de la violence sexuelle subie en milieu collégial par différents groupes d'étudiants et étudiantes trans et suprabinaires. Donc, non seulement pour permettre un avancement des connaissances, mais aussi concrètement pour voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'intervention, au niveau de l'adaptation des interventions pour s'assurer que ces interventions-là vont correspondre aux besoins et aux réalités de cette population vulnérable. Surtout au niveau de savoir quels sont les facteurs qui vont faire en sorte que les répercussions peuvent être plus ou moins grandes et sur quel groupe. Donc, avec cette visée en tête, euh, il y a un certain cadre théorique qui a été développé pour justement essayer de guider un peu les objectifs de recherche, la méthodologie, voir un peu qu'est-ce qui peut guider notre compréhension des répercussions de la violence sexuelle subie par les personnes trans suprabinaires. Donc, un des éléments assez importants de ce cadre théorique-là, c'est la considération de la violence sexuelle comme une expérience traumatique. Donc, une expérience qui va résulter, par exemple, en des symptômes de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, donc caractérisés notamment par le fait de revivre des événements, d'éviter des rappels de ces événements-là, euh, que ça peut altérer de manière négative l'humeur et mener aussi à de l'hypervigilance. D'autres répercussions aussi importantes de la violence sexuelle, surtout en milieu d'enseignement supérieur, c'est notamment la perturbation des activités du parcours de la réussite académique et aussi la détérioration du sentiment de sécurité dans le milieu qui aussi peut avoir des impacts sur le parcours académique éventuellement. Euh, et puis, une des questions qu'on se pose, donc, c'est de savoir qu'est-ce qui peut faire en sorte que les personnes trans suprabinaires vont ressentir des répercussions plus importantes de cette violence-là. Et un des facteurs qui peut amplifier les répercussions, c'est la sensibilisation au stress. Donc, c'est une théorie qui avance que le fait d'avoir affronté de l'adversité dans le passé, le fait d'avoir, par exemple, vécu des événements traumatiques, des expériences de violence sexuelle passées durant l'enfance, notamment, ça peut amplifier la réponse à des stresseurs plus récents. Donc, dans le cas actuel, la violence sexuelle en milieu collégial et donc aggraver les impacts sur la santé mentale de ces événements plus récents. On peut donc penser que l'accumulation de stresseurs, l'accumulation d'expériences de marginalisation passées peut contribuer à amplifier les répercussions de la violence sexuelle subie en milieu collégial pour les personnes trans et suprabinaires. Puis ça, on va lier ça avec la théorie du stress minoritaire, donc qui est aussi un ancrage théorique assez important dans l'étude, dans mon étude. Euh,
Et puis, dans le fond, la prémisse, c'est que, il y a un stress excessif lié à la marginalisation qui va entraîner des répercussions plus importantes sur la santé mentale pour les groupes marginalisés, en l'occurrence les personnes trans et suprabinaires, dans ce cas-ci. Gorgée d'eau. Donc, par rapport à la théorie du stress minoritaire, il y aurait donc des facteurs de stress externes, donc vraiment les expériences directes de discrimination, de victimisation, euh, de rejet, par exemple, sur la base de l'identité de la personne. Puis, il y a aussi des facteurs de stress plus internes ou proximaux. Donc, par exemple, la peur d'être victimisé, l'internalisation de croyances négatives par rapport à son groupe. Puis donc, le stress va agir à ces deux niveaux-là pour créer un stress excessif qui va mener à des répercussions plus importantes sur la santé mentale notamment. Donc, l'alliage de ces théories-là pourrait expliquer le fait que les personnes trans et suprabinaires vont être plus vulnérables face non seulement au fait de vivre des expériences de violence sexuelle, mais aussi à leurs conséquences. Et puis, on peut aussi lier ça à un autre facteur qui peut aggraver les répercussions, qui est l'accès aux services, ou plutôt l'absence d'accès à des services adéquats durant la recherche d'aide suite à une expérience de violence sexuelle. Donc, le fait de ne pas avoir accès justement à des services adéquats ou de vivre des expériences de discrimination durant l'accès à ces services-là peut aussi être un facteur additionnel qui va venir vulnérabiliser davantage ces personnes-là. Donc, brièvement, pour récapituler, ce qu'on va essayer de dire dans le cas de mon étude, de mon mémoire, c'est que les variations dans l'exposition à des facteurs de stress antérieurs, donc l'exposition à la marginalisation, à des facteurs de stress minoritaires, pourraient nous donner des indications sur la variation dans les répercussions de la violence sexuelle subie en milieu collégial. Donc, globalement, quand je parle de la théorie du stress minoritaire, dans le cas de mon étude plus spécifiquement, on a utilisé comme guide le Gender Minority Stress and Resilience Model, qui est, dans le fond, une adaptation de la théorie du stress minoritaire de Mayer, qui va, dans le fond, rajouter aussi des éléments qui sont plus spécifiques aux personnes trans et suprabinaires. Parce que la théorie, à l'origine, c'était pour plus des recherches sur les personnes de la diversité sexuelle. Puis, ce modèle-là a été utilisé, dans le fond, pour nous guider un peu dans la recherche de facteurs qui seraient susceptibles d'être liés à la variation dans l'exposition à la violence sexuelle, dans l'expérience du stress minoritaire et dans les barrières d'accès aux services. Donc, on veut voir un peu c'est quoi les éléments qui vont faire en sorte que les personnes trans suprabinaires vont avoir des expériences variées de stress, de marginalisation qui pourraient éventuellement justement être liées à des variations dans les répercussions de la violence sexuelle. Donc, le premier facteur qui a été ciblé, c'est l'identité ou la modalité de genre. Donc, on voit dans les études sur les personnes cisgenres, surtout sur les hommes et les femmes, qu'il y a une différence au niveau de l'identité de genre. Donc, les femmes vont vivre plus de violences sexuelles en milieu collégial que les hommes. Puis on observe aussi une variation dans l'exposition à la violence pour les personnes trans et suprabinaires. Donc, il y a certains groupes qui sont plus exposés à la violence que d'autres, dépendant des études. Puis il y a aussi une variation au niveau des répercussions de la violence sexuelle entre les femmes trans, les hommes trans et les personnes suprabinaires. Puis aussi, on a répertorié des différentes expériences de stress minoritaire et des différentes expériences de barrières d'accès aux services. Donc ça, c'est un des éléments qu'on va regarder. Un deuxième facteur, c'est le dévoilement identitaire ou ce qui est souvent décrit comme outness en anglais. Donc, c'est la mesure dans laquelle l'identité ou le parcours trans de la personne a été divulgué ou partagé aux personnes dans l'environnement, dans ce cas-ci, l'environnement collégial. Donc, c'est un facteur qui est très complexe.
dans le sens que son lien avec l'état de santé mentale peut vraiment être dépendant du contexte de dévoilement. Donc, dépendant si le dévoilement se fait dans un environnement soutenant ou non, ça peut faire en sorte que ça va être un facteur positif ou négatif. Puis globalement, on voit que le dévoilement, c'est associé au bien-être, surtout quand c'est couplé avec une connexion à la communauté d'appartenance. Le non-dévoilement ou la peur de dévoiler, ça peut aussi compliquer l'accès aux services. Donc, il y a cette notion-là de double dévoilement qu'on voit dans les études qui ont été faites, où les personnes, tu sais, aussi au niveau de la diversité sexuelle, mais les personnes trans et suprabinaires vont avoir cette peur-là, non seulement de devoir dévoiler la violence sexuelle subie, ce qui est déjà assez difficile, puis additionnellement, de devoir dévoiler leur parcours trans ou leur identité de genre. Donc, ça fait comme un double dévoilement qui peut être assez difficile aussi, puis compliquer le choix d'aller chercher des services ou d'y accéder. Un troisième facteur ensuite, c'est l'expression de genre. Donc, ça réfère globalement aux caractéristiques physiques ou externes qu'on associe à la féminité, la masculinité et toute autre identité de genre. Donc, globalement, on voit qu'avoir une expression qui concorde avec son identité de genre, ça peut être bénéfique parce que ça peut mener à une certaine affirmation. Euh, puis, En même temps, l'expression de genre peut aussi inversement être une source de stress parce que c'est très associé au regard de l'autre. Comment est-ce que l'autre nous perçoit? Est-ce qu'on se conforme ou non aux normes binaires de genre? Donc, toutes ces choses-là peuvent aussi amener un certain stress en lien avec l'expression de genre. Puis quand elle a été étudiée dans le contexte du stress minoritaire, souvent, c'est pas l'expression en tant que telle qui va être documentée. Donc, c'est pas de voir est-ce que la personne était féminine, masculine, etc. Souvent, ce qui va être documenté, c'est plutôt est-ce que la personne associe des expériences de victimisation ou de discrimination avec son expression de genre. Donc, c'est vraiment souvent des mesures subjectives. Puis, ce qui est trouvé, c'est que oui, effectivement, le fait de percevoir que la victimisation subie ou la discrimination subie est en lien avec son expression de genre, ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé mentale des gens. Une autre gorgée d'eau. Et puis, au niveau de l'expression de genre, c'est sûr qu'il y a une variation aussi entre les groupes de personnes trans suprabinaires, donc dépendant si c'est une expression qui se conforme plus ou non aux normes binaires de genre, quand ça sort un peu plus de la féminité ou de la masculinité. On trouve que ça pourrait justement causer plus d'inquiétude ou de stress par rapport au regard des autres, ou peut-être être une source même de discrimination ou de victimisation. Le dernier facteur ciblé, qui est moins individuel, mais plutôt qui réfère à l'environnement social, c'est le climat cissexiste perçu dans l'environnement collégial. Donc, le cissexisme, ça fait référence au système d'oppression qui promouvoit, soutient la supériorité des personnes cisgenres, la binarité des genres, puis la présomption que le sexe assigné à la naissance est nécessairement en concordance avec l'identité de genre et l'expression de genre et que tout ça devrait être aligné. Puis quand on parle de climat sexiste, ça englobe les attitudes, les comportements individuels, mais aussi la réponse institutionnelle qui peut être jugée comme négative ou inadéquate face aux enjeux des personnes trans et suprabinaires dans le milieu collégial. Donc, les études démontrent que dans un climat qui est sexiste ou non inclusif de la diversité, ça peut avoir des impacts non seulement au niveau de l'exposition à la violence, mais aussi au niveau des répercussions du stress minoritaire, des répercussions de la victimisation subie. Donc, on va voir ça un peu comme un autre élément sur lequel il peut y avoir une variation qui va mener à une variation des répercussions de la violence sexuelle. Puis le climat sexiste, c'est aussi lié avec les barrières d'accès.
aux ressources d'aide, parce que dans un climat si sexiste, on prend en compte, comme je l'avais dit, un peu la réponse institutionnelle, les priorités institutionnelles face justement à la violence qui peut être subie par les personnes trans suprabinaires. Est-ce que les services sont adaptés? Est-ce que les services prennent en compte les besoins et les réalités spécifiques des personnes trans suprabinaires? Donc, tout ça aussi peut venir jouer un rôle dans la variation des répercussions. Euh, ok. Donc, globalement, prenons en considération un peu toutes ces connaissances, ce cadre théorique-là. Les objectifs de l'étude, c'était premièrement d'examiner les différences au niveau des facteurs individuels, donc l'identité de genre, la modalité de genre, l'expression de genre, le dévoilement de l'identité ou du parcours trans. Donc, voir les différences dans les associations entre ces caractéristiques individuelles et les répercussions de la violence sexuelle dans les trois domaines suivants. Donc, la sphère académique, la connexion au milieu collégial, les symptômes traumatiques, donc les symptômes de stress post-traumatique. Donc, voir un peu, est-ce qu'il y a des variations au niveau de ces répercussions-là pour les différents groupes d'identité de modalité de genre, les différentes expressions de genre, etc. Puis, un deuxième objectif, c'était plus globalement de voir si la perception du climat sexiste en milieu collégial était associée aussi à des variations dans les répercussions de la violence sexuelle subie. Donc, au niveau de la méthodologie, ce que j'ai fait, c'était une analyse secondaire de données, donc, de l'enquête Alliance d'ES LGBTQIA+, qui a été menée par la chaire, en partenariat avec aussi plusieurs autres organismes et les milieux collégiaux. Donc, la population cible de cette vaste enquête-là, c'était les étudiants de la diversité sexuelle et de genre dans les établissements collégiaux au Québec. Et puis, c'était un sondage anonyme en ligne. Donc, de 2021 à 2022, il y avait eu une collecte de données. Ensuite, moi, je me suis basée dans le fond sur ces données-là. Mais j'ai extrait, dans un premier temps, on a extrait une banque de données avec seulement les personnes trans suprabinaires dans l'échantillon. Donc, les personnes soit qui avaient rapporté ne pas s'identifier au sexe assigné à la naissance ou qui avaient rapporté une identité de genre qui était en dehors de la binarité homme-femme ou plusieurs identités de genre. Puis, les personnes qui avaient subi au moins une expérience de violence sexuelle depuis leur arrivée à l'établissement collégial. Ensuite, de ces personnes-là, on a seulement gardé pour essayer d'avoir, pardon, pour essayer d'avoir un échantillon plus représentatif un peu de l'âge typique des étudiants et étudiantes du collégial. Donc, on avait gardé les personnes de 17 à 25 ans. Puis ensuite, on a exclu les personnes qui avaient des données bancantes aux variables d'intérêt pour un échantillon analytique final de 256 personnes. Au niveau des instruments puis des variables qu'on a gardées, donc c'est sûr, on n'a pas gardé tout le questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui était quand même assez chargé. Donc, on s'est concentré donc d'abord sur les caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, pour mesurer ou documenter la violence sexuelle subie en milieu collégial, c'était le score à l'échelle du Sexual Experiences Questionnaire, donc la version traduite, adaptée, validée qui a été utilisée dans plusieurs autres enquêtes de la chaire. Puis, en fond, c'est 22 items répartis sur trois formes de violence. Et puis, ça donne un score, un peu de fréquence des événements de violence sexuelle subis pour arriver ça à une donnée continue. Ensuite, pour l'identité, modalité de genre, on avait quatre groupes qui ont été créés en croisant l'identité et la modalité de genre des participants-participantes. Donc, d'abord, on a les femmes trans, ensuite les hommes trans, les personnes suprabinaires qui ne s'identifient pas au sexe assigné à la naissance et les personnes suprabinaires qui s'identifient au sexe assigné à la naissance. Ensuite, par rapport à l'expression de genre, on avait les personnes qui avaient une expression principalement féminine, principalement masculine ou non-genrée, androgyne ou fluide.
Par rapport au dévoilement de l'identité du parcours, euh, on avait les personnes qui étaient généralement pas out en milieu collégial, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas divulgué ou dévoilé leur identité, leur parcours trans aux personnes dans leur environnement collégial, les personnes qui étaient généralement out et les personnes qui étaient out avec certaines personnes dans le milieu collégial, souvent des personnes de confiance. Par rapport à la perception du climat sexiste, c'était le score au Perceptions of the LGBTQ College Campus Climate Scale, donc une version traduite et ajustée pour seulement garder les items sur le sexisme. Donc, ça donnait encore une fois un score. Donc ici, on a un aperçu un peu de ces variables-là dans l'échantillon. Donc, on peut voir que globalement, majoritairement, c'est des personnes de 18 à 21 ans qui sont à leur première ou deuxième année d'études. Les groupes les plus importants sont les personnes suprabinaires. On a très peu de femmes trans dans l'échantillon. Puis les autres caractéristiques sont réparties assez également aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on pourra revenir là, si jamais vous avez des questions, vous voulez voir un peu plus précisément ces informations-là. Puis ensuite, par rapport aux variables de répercussion. Donc, la première, c'est le score de répercussion sur la sphère académique. Donc, ici, c'est trois items qui portent sur d'abord la difficulté à poursuivre ses activités au cégep ou au collège, la diminution de la réussite ou du rendement scolaire, et puis le changement du parcours scolaire, sportif ou professionnel. Ensuite, on a un score de répercussion sur la connexion au milieu collégial. Donc ça englobe le sentiment de sécurité, le sentiment d'appartenance dans l'établissement, ainsi que la dissimulation ou l'intention de dissimuler l'orientation sexuelle, le parcours trans, la variation intersexe. Ensuite, on a le score à l'échelle de répercussion lié aux symptômes de stress post-traumatique. Donc ici, c'est les items tirés du Primary Care PTSD, donc la version française de cette échelle-là. Au niveau des analyses effectuées, donc, je ne vais pas répéter les analyses descriptives, mais j'ai mené des analyses descriptives juste pour avoir un portrait de l'échantillon. Puis par rapport aux objectifs, j'ai fait des régressions hiérarchiques multiples, donc des variables contrôle, les variables sociodémographiques en variable contrôle. Puis en variable indépendante, euh, oui, en variable indépendante, on avait l'identité, la modalité de genre, l'expression de genre, le dévoilement de l'identité et du parcours trans, la perception du climat sexiste. Donc, tout ça a été mis dans un modèle pour voir s'il y avait une association entre ces variables-là et le score de répercussion. Donc, il y avait un modèle pour chaque variable de répercussion. Donc, les analyses ont été menées sur SPSS. Donc, pour les résultats. Euh, donc ici, j'ai un aperçu un peu des résultats. Je ne vais pas trop m'attarder sur le tableau parce que je vais me concentrer plus sur les résultats qui étaient pertinents à nos objectifs. Puis on pourra revenir si jamais il y a des questions plus précises. Euh, Donc, dans un premier temps, la première question qu'on se posait, c'était est-ce que l'identité, la modalité de genre, l'expression de genre, puis le dévoilement de l'identité ou du parcours trans sont associés aux répercussions de la violence sexuelle en milieu collégial? Donc, la réponse est oui et non. Donc, pour les répercussions sur la sphère académique, il n'y avait aucune association significative avec les trois variables nommées. Pour les répercussions sur la connexion au milieu collégial, donc on se souvient, on parle ici de le sentiment de sécurité, d'appartenance, l'authenticité. Donc ici, il y avait une association significative avec l'identité, la modalité de genre. Donc, on a trouvé que les femmes trans, les hommes trans et les personnes suprabinaires qui ne s'identifient pas au sexe assigné à la naissance avaient des scores plus élevés, donc plus de répercussions euh, comparativement aux personnes suprabinaires qui s'identifiaient au sexe assigné à la naissance, qui était le groupe de comparaison, le groupe de référence, dans le fond.
Par rapport au dévoilement de l'identité du parcours trans, on a trouvé que les personnes qui étaient généralement out ou out avec certaines personnes, donc globalement les personnes qui avaient un certain niveau de dévoilement, avaient moins de répercussions que les personnes qui n'étaient pas out dans le milieu collégial. Pour les répercussions liées aux symptômes de stress post-traumatique, ici, il y avait encore une fois une association avec l'identité et la modalité de genre. Donc, cette fois-ci, seulement les personnes suprabinaires ne s'identifiant pas au sexe assigné avaient des scores significativement plus élevés que les personnes suprabinaires s'identifiant au sexe assigné. Puis ici, pas d'autres associations. Donc, globalement, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y avait aucune association avec l'expression de genre pour aucune des répercussions examinées. Par rapport à la deuxième question, au deuxième objectif principal, donc, est-ce que la perception d'un climat sexiste en milieu collégial est associée aux répercussions? La réponse cette fois-ci est un oui. Donc, pour toutes les répercussions examinées, ce qu'on a remarqué, c'est que plus les personnes remarquaient ou percevaient un climat sexiste dans leur milieu collégial, ça, c'était associé à des scores plus élevés pour toutes les répercussions. Euh, donc, c'est sûr que c'est des résultats que moi je trouvais très intéressants, mais qui doivent être quand même vus à la lumière de certaines limites. Donc, la première, c'est sûr que bon, le devis, c'est un classique avec ce genre de, de recherche-là qui dépend d'un sondage de vie transversale, puis un échantillonnage non probabiliste. Donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas établir, c'est sûr, un lien de causalité, puis qu'on ne peut pas dire non plus que l'échantillon est nécessairement représentatif de toutes les personnes transbinaires en milieu collégial. Euh, Puis ça m'amène aussi à une réflexion plus globale sur la diversité dans l'échantillon. Donc, comme on a vu, très peu de femmes trans par rapport aux autres groupes. Puis aussi, donc ça, c'est déjà un enjeu qui fait en sorte que ça limite un peu l'interprétation des résultats, puis ça fait en sorte que ça a peut-être aussi eu des répercussions sur les analyses, puis sur les résultats qu'on a obtenus. Et puis aussi, on n'a pas pris en compte le statut de minorité visible, donc l'échantillon était très, très majoritairement non racisé. Donc, au niveau des choix qu'on a faits, c'est un choix qu'on a fait de ne pas inclure cette variable-là. Puis, ce que j'ai vu aussi à travers toutes mes recherches, c'est que l'homogénéité au niveau, oui, de l'origine ethnique, mais aussi de la sous-représentation de certains groupes, c'est quand même assez commun dans ce genre d'études-là. Puis ça démontre un peu la nécessité de vraiment recruter pour s'assurer d'avoir une représentation adéquate de ces groupes qui sont sous-représentés. Euh, Ensuite, au niveau des instruments, il y a deux des instruments qui étaient non validés, donc les deux échelles, l'échelle de répercussion sur la sphère académique et l'échelle de répercussion sur la connexion en milieu collégial. Oui, démontraient une bonne fidélité, donc un bon alpha de Cronbach, mais n'avaient pas été utilisées ou validées auparavant parce qu'elles appartenaient à l'origine à une échelle plus globale de répercussion sur les quatre sphères de la vie. Donc oui, l'échelle globale avait été utilisée dans les études, dans les enquêtes passées, mais jamais ces sous-échelles-là. Donc, ce serait intéressant de voir si on pourrait répéter ces analyses-là avec d'autres échantillons. Euh, Par rapport à l'opérationnalisation de certaines variables, donc la violence sexuelle en milieu collégial, ce qu'on a utilisé, c'était le score global. Donc, c'est un bon outil pour nous donner un peu une idée de la fréquence des événements de violence sexuelle, mais nous donne pas d'indices sur le type de violence qui a été subi et ces choses-là. Donc, ça, c'est d'autres éléments qui pourraient rentrer en compte au niveau des répercussions. Pour l'expression de genre, donc comme on l'a vu, il n'y avait pas d'association. Ça pourrait être parce que justement, ici, on a utilisé vraiment
l'expression de genre en tant que telle et non la donnée subjective de est-ce que la personne considère que l'expression de genre avait une association avec la victimisation ou la violence subie. Euh, et puis pour les répercussions sur la sphère académique, c'est celle où il n'y avait eu aucune association avec aucune des variables. C'est possible que ça ait un lien avec le fait que c'est plus, c'était très subjectif d'abord. Donc, c'était vraiment est-ce que la personne considère que l'événement de violence sexuelle avait eu un impact sur son parcours académique. Donc, ce serait intéressant de voir est-ce que si on regarde plutôt des indicateurs plus objectifs, donc comme ça a été fait dans d'autres études avant, qui avaient trouvé des liens entre des indicateurs plus objectifs de performance académique, par exemple, si ça aurait eu un lien avec les répercussions. Puis, une réflexion aussi plus générale que j'ai eue à travers le processus, c'était les limites de la recherche quantitative, surtout quand vient-on de documenter le genre, qui est une variable qui pour moi est très difficile à opérationnaliser. Puis à dire, bon, le genre, le plus souvent, on va parler d'identité de genre, mais ça englobe aussi la modalité, l'expression. Pour certaines personnes, ça va aussi être important de considérer l'étape de transition. Euh, toutes ces choses-là, toutes ces facettes-là reflètent l'expérience de genre des gens et sont plus difficiles à documenter, je trouve, dans une recherche quantitative. Donc ça, c'est un des défis, je crois, que j'ai eu puis qu'on peut avoir dans ce type de recherche-là. Puis ça m'a amené à réfléchir à d'autres variables ou à d'autres facettes, justement, qui seraient intéressantes d'explorer dans le futur. Euh, une des variables que j'ai vues dans mes recherches, c'était les Gender Identity Milestones ou les jalons développementaux. Donc, on parle un peu d'étapes de vie qui sont importantes pour certaines personnes trans et suprabinaires. Donc, on peut penser par exemple à l'affirmation de son identité de genre, et qui pourrait être en lien aussi avec les répercussions de la violence sexuelle. Euh, Cette idée-là qu'il y a certains facteurs de stress ou certains stresseurs qui peuvent se manifester différemment au cours de la vie. Euh, c'est ça. Ensuite, au niveau des implications pour la recherche et la pratique, donc un autre aspect qui est assez réflectif que j'ai eu aussi à travers le processus et qui m'a amené à repenser la notion de violence fondée sur le genre. Donc quand on parle de la violence fondée sur le genre dans les études, mais aussi plus généralement dans les interventions dans la société. On pense souvent à la violence qui est perpétrée par les hommes cisgenres sur les femmes cisgenres, notamment la violence sexuelle. Et puis, souvent, c'est dans un cadre qui est assez hétérocisnormatif et qui peut tendre à exclure justement les personnes trans et suprabinaires. Et puis, les résultats de cette étude-là m'ont amené justement à élargir un peu cette perspective-là, puis à vraiment considérer qu'il y a une combinaison de facteurs en lien avec le genre qui peuvent être pertinentes à explorer quand on parle de violence fondée sur le genre et quand on parle des répercussions de cette violence-là. Puis, par rapport plus concrètement à la pratique dans les milieux collégiaux, je pense que le résultat le plus important et le plus parlant, c'est vraiment le lien avec le sexisme dans l'environnement collégial. Donc, c'est sûr qu'il y avait des liens avec les caractéristiques individuelles, mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut intervenir. Euh, c'est plus un truc d'intérêt, de savoir subjectivement comment la personne a vécu son expérience et comment certaines facettes de son identité peuvent avoir influencé son expérience, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir concrètement.
Alors que le fait de combattre le sexisme dans les milieux collégiaux, ça, c'est vraiment plus un angle d'approche qu'on peut avoir en intervention. Autant dans les interventions individuelles que plus structurelles. Puis justement, ce qui ressort souvent dans les études que j'ai consultées, c'est justement le fait d'agir au niveau structurel pour changer les pratiques, changer les mentalités, pour se diriger vers un climat collégial ou universitaire, peu importe, qui est plus inclusif, accueillant et qui vraiment, au-delà du niveau superficiel ou de mesures superficielles, considère les besoins et les réalités des personnes trans et suprabinaires et qui vont les impliquer dans les efforts de prévention et d'intervention pour s'assurer que ces efforts-là soient vraiment représentatifs de leurs besoins. Donc, pas juste d'assumer qu'on peut savoir qu'est-ce que ces personnes-là veulent, qu'est-ce qui pourrait les aider, mais vraiment d'avoir un processus collaboratif qui les implique dans les décisions euh, et tout ça. Euh, Puis je pense que peut-être rajouter un petit mot sur ici je parle de l'approche transaffirmative. C'est une approche qui est utilisée surtout plus dans l'intervention individuelle, l'intervention psychosociale, mais qui repose vraiment sur cet aspect-là d'autodétermination et de respect de l'autodétermination et de l'expertise des personnes sur leur vie. Donc, je pense que c'est une approche qui mériterait à être dont on pourrait s'inspirer non seulement pour les interventions individuelles, mais plus globalement pour un changement structurel d'approche. Donc, comme je l'ai mentionné, qui va vraiment prendre en compte les expériences des personnes trans suprabinaires et les inclure et les considérer dans le développement de programmes qui les concernent, d'efforts de prévention ou d'intervention qui les concernent. Euh, et puis, je pense que c'est pas mal tout. Merci de votre écoute. C'est ça, restez à l'affût des autres conférences de la Chambre.